Oui, vous allez me dire, la plupart des gens qui ont été arrêtés sont français, d'accord. Mais ça ne veut plus rien dire aujourd'hui. Les vols dans les supermarchés et les petits commerces ont augmenté de 14% l'année dernière. Alors Corinne, caissière depuis 20 ans, j'ai regardé dans les sacs. redouble de vigilance avec chaque client. On est des fois surpris. Par exemple? Par des personnes qu'on ne croirait pas déjà. Maintenant, c'est vraiment tout le monde. Et voilà, merci beaucoup. Ce sont des Français. Mais ce sont des Français par leur identité. Et malheureusement, pour la deuxième, la troisième génération, il y a comme une sorte de régression vers les origines ethniques. Une sorte de régression vers les origines ethniques. C'est nul! Notre père a raconté, c'est qu'il travaillait dans les champs et ils étaient payés en pommes de terre. Les belles pommes de terre, elles étaient à vendre ou pour le colon, et les pommes de terre abîmées, ils les partageaient en deux, la moitié pour les ouvriers et l'autre moitié pour les cochons. Bon allez, ça suffit. Papier, carte de séjour. Face à cette recrudescence, la directrice du magasin a recruté de nouveaux vigiles. D'autres enseignes, elles, ont investi dans ces tout nouveaux antivols destinés aux produits alimentaires. Ça devient de plus en plus dur, puis les gens, ils sont tentés par... quand il n'y a rien dans le frigo, on est tenté à voler. Si les gens ils ont vraiment des problèmes d'argent et puis qu'ils ne peuvent pas se nourrir correctement, on peut comprendre. Dans cette commune rurale de 5000 habitants, ce supermarché n'échappe pas au phénomène et les profils des voleurs sont très variés. Tous les gens sont touchés, que ce soit des personnes âgées, que ce soit des jeunes, que ce soit des lycéens, des personnes actives. Et j'ai même envie de dire que certains même essayent en se disant je vais toujours économiser 10 € ce mois-là. Comment est-ce que vous pouvez leur dire sérieusement que ça n'a aucun rapport avec l'immigration ? Évidemment que ce sont des enfants de l'immigration. Les gars, ils sont complètement fumés, quoi. C'est des guignols. C'est des malades! C'est des malades! On en est là, je pense. Je suis désespérée parce que du coup, on essaie de trouver des solutions pour payer moins cher, essayer de dépenser moins d'argent possible futilement. Et donc, on est obligé de se priver sur certains trucs. Y a rien de tel pour se faire une bonne santé. C'est quoi les petits trucs blancs, non? Ça, c'est des verres. Ben oui, comme ça, il y a la viande aussi. Je suis végétarien. L'objet de la surveillance, aujourd'hui, c'est un champ de légumes. Les gendarmes reviennent même la nuit, tout feu éteint et lunettes à intensification de lumière. Des techniques presque commando pour des voleurs de poireaux, difficiles à saisir. Accès à proximité des champs en véhicule, pour ensuite se déplacer à pied de façon à pouvoir suivre quelqu'un aisément et surtout dans une discrétion quasi totale. La gendarmerie met les moyens. C'est que l'affaire prend de l'importance. Un voleur d'oignons a déjà été arrêté, 40 kilos de marchandises dans le sac, prêt à la revente. La saison de la récolte approchant, les voleurs se font plus nombreux et attendent céleri, carottes et poireaux. On rentre dans le ramadan, ça va être les moutons qui vont être enlevés. Et donc, on leur enlève pas de force quand même. Non. Mais si, bien sûr que si. Il y a des vols. Il y a des vols de moutons. Oui, au lieu de parler de ça, en fait... Il y a des vols partout de moutons. Bon, bref. Raciste! Machine est raciste! Je ne suis pas raciste. Je me dis merde, il va vraiment falloir que les choses bougent, hein, parce que aujourd'hui, je pense qu'il va falloir qu'il y ait quelque chose de malheureusement de grave pour qu'on arrive à obtenir quelque chose. Je pense que si les Français aujourd'hui ne bougent pas leurs fesses, on n'aura rien. 30% des personnes qui sont SDF, que vous voyez sous les ponts, ont un travail, à temps partiel ou à temps complet, dans les grandes villes. Ces gens qui travaillent, ce sont les gens que l'on trouve dans les foyers et qui ont soit un travail à temps partiel, soit un travail à temps complet. C'est parmi les gens que j'ai rencontrés. Mais pourquoi le nombre de salariés qui travaillent mais qui ne gagnent pas suffisamment pour vivre s'est-il développé ces dernières années? Parce que la précarité s'est développée de façon considérable. Dans les dernières années, 130% d'augmentation de contrats précaires, 60% de contrats à durée déterminée en augmentation, 2% seulement de contrats à durée indéterminée. Ce qui veut bien dire que cette situation est le produit, je pense, d'une politique et d'une volonté organisée. Finalement, les travailleurs pauvres, ils remplissent une fonction dans la société. Ils remplissent une fonction qui est une fonction politique, qui est une fonction sociale, qui est tout simplement de faire peur à ceux qui ont encore effectivement un emploi, je dirais sûr, un emploi à statut.
Voilà ce qui risque de vous arriver si vous ne vous tenez pas tranquille. Vous repartez avec 2100 €, ça vous fait du bien cet argent? J'imagine que c'est bon. Oui, parce que j'en ai tellement besoin. On vous embrasse très très fort. On va devoir rendre l'antenne, on vous prend en antenne dans un instant. Merci, bonne journée à tous demain. Au revoir, à demain. Remettre de la justice dans une société qui est devenue profondément injuste et permettre à chaque Français de retrouver sa fierté. De quinquennat en quinquennat, la France tombe toujours plus bas. Et notre système politique est à bout de souffle. Le miracle, c'est que la France tienne encore debout. Pourquoi? Le renouveau, c'est Bruno. Non mais Bruno, alors lui, il a la tête comme un melon, c'est ce que j'ai tweeté hier. Donc c'est pas possible non plus. Bon, on n'a pas fait le travail. Emmanuel Macron, c'est aussi l'enfant surdoué de la finance. En 2012, à seulement 30 ans, il entre chez Rothschild pour piloter le rachat par Nestlé d'une filiale de Pfizer. Un homme issu du monde de la finance, mais le gouvernement l'assure, les entreprises et les ménages n'en pâtiront pas. Voilà la philosophie de la réforme qu'on conduit. Est-ce que, monsieur le ministre, vous voulez rajouter quelque chose? La réalité, c'est qu'Emmanuel Macron, c'est une coquille vide. Allez, on y va. Voilà, je file. Et à nouveau, bonne année à toutes et à tous. Je voulais vous passer un petit message. Hier, j'ai annoncé que les préservatifs à partir du 1er janvier prochain seraient gratuits. C'est une honte. Les politiques qu'on a, c'est une honte. Les gens qui n'ont rien dit, c'est une honte. C'est une honte ce qu'on a fait aux infirmières, aux soignants, aux gens des hôpitaux, parce qu'ils ne voulaient pas avoir une piqûre, parce qu'ils avaient des doutes. Mais je veux pas. Sergent, aidez-moi. Non, non. Oh, dites, oh. Amusez-vous bien, les filles. Merci, Charlie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi, pardonnez-moi? Ça veut dire quoi? Si les faits... On tape qui? On tape quoi? Vincent Bolloré sur le plateau de Cyril Hanouna. Vous ne le saviez pas avant? Non, je savais qu'il était propriétaire de la chaîne. Oui. Et je me suis dit... En fait, c'est pas un instrument que vous utilisez? Dites-nous que vous n'utilisez pas ça. Il faut construire la sortie de Bachar el-Assad. Mais donc ça fait 5 ans qu'on le dit. Ça dépend, Juste... Vous attendez quoi de cette plainte? Et quand Cyril Hanouna dit qu'il vous a tout appris, et voilà, vous êtes un enfant Hanouna. Vous lui devez beaucoup, peut-être? Est-ce que vous vous dites que votre notoriété, peut-être le fait d'avoir été élu député, c'est en partie grâce à lui? Ça veut dire quoi? Si les faits... On tape qui? On tape quoi? Amusez-vous bien, les filles. Merci, Charlie. La nécessité donc de développer tout ce qui est investissement de valorisation des productions. Et je considère qu'à ce niveau-là, il y a un grand intérêt qu'on peut avoir sur tout ce qui est formation, valorisation donc, de la production fourragère, des sous-produits, des techniques d'engraissement, la mélangement génétique qui est très importante, et donc la traçabilité. Et on va parler humour, ou pas d'ailleurs. On va parler de la blague de François Hollande à Pauline de Malherbe qui n'a pas fait rire les Algériens. Hier soir, l'Élysée a présenté ses regrets aux Algériens et vous allez nous raconter ce qui s'est vraiment passé. Mais d'abord, on va la revoir, cette fameuse petite blague, parce qu'on va voir si c'était vraiment drôle ou pas, vous me direz. On est lundi soir, c'est le début du discours devant les représentants des institutions juives de France. Manuel Valls est au pied de la tribune, il revient tout juste d'un voyage en Algérie avec Jean-Marc Ayrault et François Hollande se lance dans l'humour. Écoutez. Monsieur le ministre de l'Intérieur, qui va vous quitter peut-être pour aller en Algérie, il en revient, sain et sauf, c'est déjà beaucoup. Mouef. C'est des guignols. On ne croit plus à rien. Moi, je ne crois plus à rien. Ils sont là uniquement pour la place, pour couper les rubans, les conneries comme ça, puis c'est tout. Voilà. Cet adversaire, c'est le monde de la finance. Dernière question, justement, est-ce que vous voulez vous engager davantage pour l'Ukraine? Est-ce que vous avez des projets en tête de ce point de vue-là? Écoutez, je vous le dis honnêtement, si j'avais pas eu d'enfant, je serais venu. Pourquoi faire? Pour être à leur côté. Quand vous dites pour être à leur côté, c'est de l'aide humanitaire, mais on voit certains Français qui viennent ici et d'étrangers pour se battre. Si j'avais pas d'enfant, je serais là. Si j'avais pas d'enfant, je serais là. Et pour qui vous vous prenez?
Vous êtes là, vous faites le représentant de la société civile, alors que ça se trouve l'année dernière vous payez l'ISF et vous venez nous dire là si on connaît les gens ou pas. Vous vous rendez compte de la violence sociale que c'est le moment que vous avez fait vivre tout à l'heure aux gens, de leur dire quoi faire et faire des élections et faire un parti, etc. C'est votre profession. Monsieur, c'est pas ma profession, je suis pas élu. Vous avez votre propre magazine, votre compagnie qui s'appelle Frustration. Je vais pas aller beaucoup plus loin sur votre état d'esprit, mais je vous dis honnêtement, vous n'êtes pas au contact des gens. Ni vous, ni Mélenchon. Mais vous l'êtes peut-être. Je suis un citoyen, moi. Je ne travaille pas dans ce domaine-là. Mais n'importe quoi. Regardez votre niveau de revenu. Soyez réaliste sur vous-même. Et vous êtes là à donner des leçons à tout le monde. Non, je ne donne pas des leçons à tout le monde. Je donne des leçons à vous. Mais qu'est-ce que vous avez fait tout à l'heure? Je vous donne des leçons à vous. Les gilets jaunes doivent faire ceci. Ils doivent présenter leurs trucs aux élections européennes, etc. On me demande ce que. Et ensuite, vous faites des leçons aux politiques. Sérieusement, mais balayez devant votre porte. Mais pour qui vous prenez? Les bras grands ouverts, de part et d'autre de lui, il a les peshmerga qui sont eux en tenue traditionnelle et il se hisse légèrement sur la pointe des pieds pour avoir l'air un peu plus grand que ses amis. Donc bon, ça a provoqué l'hilarité générale sur les réseaux sociaux, mais ce n'est pas la première fois qu'on jette la pierre à Bernard-Henri Lévy pour une photo où on l'accuse de mise en scène. Il y en a une qui date de 1992 où là, il répondait à une interview d'un journaliste à Sarajevo pendant le siège de la capitale bosniaque. Et donc, il est derrière un muret, en train de répondre aux questions. Et un an après, en 1993, le Canard enchaîné avait révélé un autre cliché de cette scène, avec un angle un peu différent, où on voyait derrière le muret marcher 2 soldats canadiens, tranquillement, qui mettaient un peu en doute la position de Bernard-Henri Lévy, qui faisait semblant, ou pas en tout cas, de se cacher de tirs serbes. Bon, il s'avère que la photo avait beaucoup fait rire en 1993 de Bernard-Henri Lévy. Je déteste la guerre et elle me fait horreur. Nous sommes tous des sionistes. Il a dit quoi? Jette-toi dans le canal. Non, mais il parlait. Est-ce qu'il m'a reconnu, vous pensez? Ah, vraiment? Il m'a appelé par mon nom? Il vous a insulté. Mais il a dit quoi? Il a dit sioniste, non? Jette-toi dans le canal, Finkiel. Finkiel? Oui. C'est extraordinaire parce qu'il reprend sa marche débonnaire comme si de rien n'était. Et normalement, je devrais juste aller lui casser la figure. Bon. Nous sommes tous des sionistes. You say no preference. There have been reports that Israel has been treating wounded Syrian rebel fighters in its hospitals on the border, including fighters from Nusra Front, which is of course the Al-Qaeda proxy in Syria. Do those reports worry you that Israel's helping wounded Al-Qaeda aligned fighters? As I said before, in a different context, it's always useful also to deal with your enemies in a humane way. Would you also treat Hezbollah fighters? No, I would not treat... Have you not just contradicted what you told me 60 seconds ago about humanely treating your enemies? No. I think as far as Hezbollah fighters are concerned, with them we have a different account. So let me be clear, you're happy to treat Al-Qaeda fighters, but not Hezbollah fighters? Al-Qaeda, to the best of my recollection, has up to now not attacked Israel. Parce que le sionisme, c'est ça. La bande de gangsters, la petite mafia minable. Der beau garçon ist ein salopard. Ein großer salopard. Allez mon grand! Allez mon grand! Allez mon grand! T'es grand aujourd'hui! T'es grand! T'es très grand! Allez mon grand! Ouais mec! Ouais mec! Ouais! 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 Tu vas le faire! Tu vas le faire! Ouais! Ouais! Ouais mec! Ouais mec! Le sujet de cette vidéo, c'est l'Algérie, mais cette fois d'un point de vue psychologique. Tu inspires et puis en expirant, tu dis ben, je m'en fous, je m'en fous, je m'en fous. La conquête de l'Élysée. Une guerre de l'ombre entre candidats à la présidentielle. Une guerre où tous les coups sont permis. Les trahisons comme les rumeurs les plus viles. Les pièges sont constants. Les calculs stratégiques omniprésents. Candidat pour parler du quotidien des Français, pas pour être le représentant d'une petite élite pour qui tout va bien. Cette élite si puissante dans la sphère administrative et médiatique et si minoritaire dans le pays. Moi, je ne cherche pas la bénédiction du petit Paris mondain
Je cherche la résurrection du peuple de France. Voilà la différence entre eux et nous, et nous, et nous. D'accord? Ok, ça marche. Halas. Ok, voilà, ça marche. Et nous? Fillon, voilà, il est en face de moi. Que des histoires, et plus on fouille, plus on sent la corruption, plus on sent la triche. En plus, c'est des bonhommes qui nous expliquent qu'il faut la rigueur, qu'il faut l'austérité, et eux-mêmes, ils piquent dans les caisses publiques, donc il y a quand même un petit problème de ce côté-là. Après, vous pourrez parler. Non, monsieur Fillon, vous pourrez parler après. Pas comme ça. Oui, d'accord. Hein? Oui. Ah, merci. Donc, bon, c'est ce que j'ai dit, je l'ai dit. Assumer une chose qui est très difficile à dire et à mettre sans un scandale, c'est que la France, comme toute nation aujourd'hui, c'est un hôtel. Hein? Un hôtel. Un hôtel qui doit bien traiter ses employés, mais qui doit aussi être accueillant pour tous ses clients. C'est des malades! C'est des guignols. C'est la crise, on entend ça tous les jours. Si vous voulez, le vert des verts correspond, comme par hasard, au vert de l'islam. Je déplore cette espèce de spirale du buzz permanent qui consiste à clasher, ça devient un peu à la mode. C'est les anges de la télé-réalité, mais version politique. Il se trouve que par choix, je ne suis jamais allé dans aucune émission de Cyril Hanouna. Bon. Quelques semaines plus tard. Retrouvez Olivier Véran face à Baba, mardi à 21h15 en direct sur C8. Tu pousses le bouchon un peu trop loin, Maurice. Non-binaire, c'est une personne qui ne se sent ni homme ni femme. Ok. Et cisgenre, cisgenre, c'est une personne qui se sent bien dans son genre. C'est ça. Voilà, tout simplement. C'est des termes qui ont l'air un peu compliqués et barbares, mais finalement, ça va finir par rentrer, non? Ça va les biloutes? Danny Boone n'en croit pas ses yeux. Sur la grande place de Lille, ce sont des milliers de nordistes qui sont venus l'accueillir sous un tonnerre d'applaudissements. Moi, je connais bien le Nord et le Pas-de-Calais. Eh bien, les gens du Nord et du Pas-de-Calais, ils ressemblent pas aux héros de ce film. C'est bien normal, vu qu'ils sont arabes tous les deux. Et des bougnoules! Et des bougnoules! Et des bougnoules! Et des bougnoules! Nous avons besoin de faire partie d'un groupe. Cet instinct est tellement fort que notre cerveau, par conformisme, nous pousse parfois à nous comporter comme des moutons. Comme des moutons. Bon, allez, ça suffit. Papier, carte de séjour.